Bonjour à tous et bienvenue sur Game Set Talk, la chaîne qui débriefe l'actualité du tennis sur YouTube. Je ne vais pas forcément vous faire un topo sur le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Je pense que vous le connaissez, on va revenir tout de suite sur les deux finales de l'Open d'Australie masculine et féminine après le jingle. Qu'est-ce que vous voulez dire si ce n'est merci? Merci à Daniil Medvedev, merci à Rafael Nadal qui nous ont offert un nouveau thriller dans l'histoire du tennis lors de cette finale de l'Open d'Australie. La deuxième finale la plus longue de l'histoire de l'Open d'Australie et de l'Air Open en Grand Chelem après celle de 2012 entre Nadal et Djokovic. Nadal qui gagne donc son 21e titre du Grand Chelem après ses crève-cœurs successifs donc en 2012, on vient de le dire, contre Djokovic, perdu en 5h53 en ayant eu le break dans le cinquième. Rebelote en 2017 contre Roger Federer, puisqu'il perd au bout du cinquième set après avoir eu le break dans cette ultime manche. Et puis il y avait aussi eu ses finales en 2014 contre Stan Wawrinka et en 2019 contre Djokovic, où il était passé beaucoup plus loin d'un sacre, mais donc où il avait perdu en finale. Après ces défaites successives, ces 4 défaites en finale, Rafael Nadal vient enfin à bout de ce tournoi et de ce trophée, son deuxième donc à Melbourne, 13 ans après, avec une épopée assez incroyable aussi qu'il avait vu gagner par exemple un combat homérique, j'ai envie de dire, contre Fernando Verdasco en demi-finale. Et on va beaucoup parler du 21e titre de Nadal, mais j'aimerais aussi qu'on rende hommage tout simplement à ce que Medvedev a su produire aujourd'hui, parce que pendant 2 sets, et même à la fin du cinquième, le Russe a été phénoménal au service, dans la lecture de toutes les variations du Mallorquin. Voilà, pour refaire chronologiquement cette partie, dans le premier set, on a un Nadal qui fait beaucoup de fautes directes, qui sert vraiment pas très bien, contrairement à ses standards du début de tournoi. Et puis on a un Russe qui s'adapte parfaitement. Constantin avait ciblé le fait que Nadal doivent absolument varier des balles un peu bombées, des balles un peu plus rasantes sur le revers du Russe. Dans le premier set, il l'a parfaitement lu, ça l'a pas du tout gêné. Et grâce à une bonne qualité de service aussi, il s'est facilement imposé. Dans le deuxième set, Nadal a commencé à mieux servir dans les points importants, j'entends, parce qu'en termes de pourcentage, c'était pas forcément mieux que dans le premier set. Par contre, il a commis toujours autant de fautes directes. Le Russe a su faire le dos rond, même quand il était un peu moins bien. Et finalement, malgré 2 breaks en sa défaveur, 2 mini-breaks en sa défaveur également dans le tie-break, il s'est emparé de cette deuxième manche en faisant jouer des coups vraiment dans des positions très inconfortables à Rafa. Je pense notamment à la balle de 7 où il le fait monter vraiment dans de mauvaises conditions et derrière il peut le passer en revers. 2-7-0 après presque 2 heures de jeu, on s'imaginait presque un cavalier seul à ce moment-là de Medvedev, surtout quand il a eu 3 balles de break à 3-2 en sa faveur dans le troisième set. Sauf que Rafael Nadal n'a pas démérité tout simplement à ce moment-là. Il a continué à vouloir mettre ses intentions de jeu en place en variant beaucoup sur des zones pareilles assez inconfortables pour le Russe, en jouant tantôt long, tantôt un peu plus court. Quand il a commencé à slicer, bien évidemment, parce que dès qu'il a joué un peu plus court avec son coup droit sur le revers du Russe, il s'est immédiatement fait sanctionner. Mais voilà, en tout cas, le match a peut-être basculé à ce moment-là, parce qu'ensuite, sur le jeu d'après, il y a Medvedev qui a une volée très facile à jouer à 15-30 et qui se trouve complètement, qui offre à moitié le break à Rafa. Et puis derrière, le Mallorquin, dans les 3e, donc 4e et 5e sets, a beaucoup mieux servi. Je pense que son pourcentage de première balle dans le premier et le deuxième devait osciller entre 53 et 54%. Dans le troisième set, c'est 82% de première balle, donc forcément ça change absolument tout. Derrière, le Russe commet quelques fautes, il devient de moins en moins lucide au fil du temps qui passe. Et le Mallorquin peut prendre plus le jeu à son compte avec son coup droit, on l'a vu bien plus à l'aise. Et puis ça a tourné, après on a presque l'impression que le Mallorquin était complètement revigoré après le gain du troisième set. Et il est donc revenu à 2-7 partout avant donc de s'emparer de ce cinquième set. On a cru une nouvelle fois qu'il flancherait peut-être lorsque Medvedev est revenu à 5 partout dans le cinquième alors que Nadal menait 5-4, 30-0. Mais finalement, la légende du Mallorquin a continué de s'écrire. Je vais vous mettre la feuille de statistiques tout de suite de cette rencontre entre Rafael Nadal et Daniil Medvedev, mais je pense que la chose sur laquelle il faut évidemment revenir, c'est que beaucoup de gens ont douté du physique de Rafael Nadal, de sa capacité à tenir sur 5-7, mais beaucoup ont oublié que tenir l'intensité mise à l'échange par le Mallorquin sur la durée d'un 5-7 en face du filet, même quand on a 10 ans de moins, c'est tout aussi compliqué. Et ça, je pense qu'on n'est pas assez revenu dessus. Globalement, vous le voyez, Medvedev a été plus performant au service avec évidemment un nombre d'aces bien plus élevé, un nombre de fautes directes plus haut que celui du Mallorquin. Mais on a vu aussi un Rafael Nadal qui était en grande difficulté pendant les 2 premiers sets dans son ratio point gagnant faute directe, qui ensuite a totalement inversé la tendance pour finir avec un ratio positif de 69 coups gagnants et 68
faute directe. Ce sera d'ores et déjà très intéressant de suivre la dynamique des Cadors jusqu'à Roland-Garros, puisque évidemment Nadal sera favori pour un 22e titre du Grand Chelem, malgré les Tsitsipas, malgré Djokovic qui peut-être aura pris rendez-vous sur Doctolib. Ça, on ne sait pas, mais en tout cas, on le verra très prochainement. On a aussi Dominic Thiem qui va revenir sur la terre battue parisienne, probablement. Roger Federer, ce sera peut-être un peu prématuré, mais je pense qu'à Wimbledon, en tout cas, ce sera très intéressant aussi d'observer le retour de la légende suisse si jamais il réussit à être prêt à temps. La finale dames maintenant, avec Ashley Barty, qui devient la première Australienne après 44 ans à décrocher ce titre suprême voilà, devant son public, qui remporte donc son premier Open d'Australie, son troisième titre du Grand Chelem sur 3 surfaces différentes. C'est la 6e joueuse dans l'Air Open à le faire. Et Ashley Barty donc qui s'impose à l'issue d'un tournoi et même d'une finale, on peut dire, même s'il y a eu un petit creux dans la deuxième manche, complètement maîtrisé. Voilà, son style de jeu, c'est peut-être le plus maîtrisé de tout le circuit. Hommes et femmes confondus presque hein, à leurs échelles. Mais en tout cas, je trouve que Ashley Barty qui sert très bien, qui use très bien de son slice de revers, qui avec son coup droit peut toucher toutes les zones, en tout cas mérite complètement ce titre. C'est désormais bel et bien la grande leader du circuit WTA. Encore une fois en finale contre Collins, il y a eu ce premier set où Collins a eu beaucoup de mal à retourner la première de Barty, à 3 sur 17 je crois à un moment. Donc le pourcentage était vraiment très très faible. Barty servait très bien. Pareil, en coup droit, elle se décalait bien. Elle sauve notamment une balle de break en début de rencontre grâce à un coup droit dans la diagonale. Et puis derrière, Barty, dans le début du deuxième set, baisse un peu son niveau de jeu, son pourcentage de première. Collins, on le sait, s'engouffre immédiatement en revers et touche les lignes, pas mal de lignes même. Elle prend un contre-pied Barty à plusieurs reprises, elle mène jusqu'à 5-1 et derrière, rebelote, mais dans l'autre sens cette fois-ci, la dynamique s'inverse. Collins est un peu plus friable sur ses engagements et Barty se décale en coup droit et touche absolument toutes les zones. On a vu l'américaine vraiment vouloir bombarder sur le revers de l'australienne, pourtant qui fait peur presque à tout le monde, mais elle l'a plutôt bien maîtrisé, je trouve, le type de revers, sauf en fin de rencontre. Mais elle voulait absolument éviter le coup droit d'Ashley Barty. Et quand on voit la fin de son deuxième set, on comprend évidemment pourquoi. Que ce soit dans presque tous les points importants, je pense notamment à 2 points qui sont primordiaux dans le tie-break, à savoir le troisième où elle se décale en coup droit pour mener 3-0, la balle de match où évidemment elle tire ce passing. C'était l'arme maîtresse d'Ashley Barty avec son service évidemment, mais c'était sa porte de secours lorsque son pourcentage de première et sa qualité de service étaient peut-être un peu moins bonnes. Et donc voilà, Ashley Barty qui dépasse pas mal d'autres joueuses comme Garbine Muguruza, comme Simona Alep, au nombre de titres de Grand Chelem remportés, et c'est amplement mérité pour l'Australienne. On va voir tout de suite peut-être les stats de cette rencontre en constatant qu'Ashley Barty évidemment a une balance point gagnant, faute directe qui est supérieure, et on peut aussi remarquer qu'elle a été plus efficace dans les moments chauds, que ce soit sur les balles de break à sauver ou même sur les balles de break à convertir 10% de plus à chaque fois que l'américaine dans ce secteur. D'ailleurs, un petit point, une petite statistique qui est assez drôle, c'est que lors de son premier Grand Chelem à Roland-Garros en 2019, Ashley Barty avait joué Anisimova, Danielle Collins, Jessica Pegula et Madison Keys sur sa route du titre. C'est 4 joueuses américaines qu'elle a rejouées lors de cet Open d'Australie. Donc voilà, c'était un peu le fun fact de cette finale. Et puis on va aussi donner 2 mentions spéciales à la fin de cette vidéo. Pour Rafael Nadal et Ashley Barty qui font de très beaux vainqueurs de cet Open d'Australie évidemment. Mais on a aussi Kristina Mladenovic qui aux côtés d'Ivan Dodig gagne son 8e titre du Grand Chelem en double. Voilà, pour la française, vraiment une très belle performance, très régulière encore une fois. Et on a aussi le fameux double, messieurs, Kyrgios Kokinakis, qui donc s'impose contre leur compatriote Matthew Ebden et Purcell, qui a une magnifique coupe mulet d'ailleurs, on pourra le dire, en finale. Voilà, eux qui ont été l'attraction de ce tableau de double tout au long de cette quinzaine. Et donc c'est la première paire de l'histoire à l'Open d'Australie qui obtient une wildcard à gagner le titre évidemment. Et donc en tout cas c'était un très beau samedi pour les Australiens entre le titre de Barty et le titre de la paire Kyrgios Kokinakis. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça nous aide pour le référencement et donc pour le développement de la chaîne.
N'hésitez pas à réagir en commentaire, nous dire un peu ce que vous avez pensé de cette quinzaine, votre top, votre flop, qu'est-ce que vous pensez du 21e titre de Rafael Nadal, qu'est-ce que vous avez pensé de la suprématie affichée par Ashley Barty, qu'est-ce que vous avez pensé du comportement australien un peu aussi vis-à-vis des matchs de double de Kyrgios et Kokinakis. On sera là en tout cas avec vous pour vous répondre et en débattre, notamment mardi soir, notez bien le rendez-vous de cette chaîne sous l'influence de Constantin. Comme d'habitude, il y aura un live pour revenir sur cette quinzaine, sur ce qui a marqué cette quinzaine, sur ce qui a peut-être fait un peu plus débat. On verra ça en tout cas mardi. L'heure reste encore à définir, mais comme d'habitude aux alentours de 20h, 21h, voilà à peu près. Vous saurez tout de cette quinzaine si vous avez potentiellement raté plusieurs choses. En tout cas, nous on se retrouve très prochainement pour débriefer l'actualité du tennis. Merci à tous de nous avoir suivis et de nous avoir apporté votre soutien pendant cette quinzaine. C'était un réel plaisir. Et puis en plus, quand on a vécu une finale et un week-end comme on vient de le vivre, tout ne peut qu'aller bien. Au revoir.